commence. On a dépassé les 5 minutes. C'est pas bien. On n'a pas les noms des deux autres personnes. Si, c'est ce que Lucas a dit. Très bien. Et voilà. Mali. Bonjour, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Notre commission d'enquête entend aujourd'hui l'Agence nationale de santé publique, plus connue sous le nom de Santé publique France, et plus connue encore depuis la crise de la Covid. Voilà. C'est un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la Santé. L'agence a été créée en 2016 et s'est vue confier par la loi plusieurs missions en lien direct ou indirect avec l'objet de nos travaux. D'abord, la surveillance épidémiologique et la veille sanitaire pour observer l'état de santé de la population française et anticiper les risques. Ensuite, la prévention en matière de santé publique, la promotion de la santé et l'éducation à la santé. Enfin, la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. En particulier, la loi prévoit, je cite, que l'agence assure pour le compte de l'État la gestion de stocks de produits, équipements et matériels, ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Vous avez été concernés, notamment au niveau de la distribution des vaccins, en ce qui concerne les anesthésiques qui ont fait défaut en urgence en avril 2020, mais aussi sur une part de gestion des masques qui a ensuite été décentralisée. Voilà. Et donc, dans vos missions, vous avez aussi celle d'agir face au risque pour l'accès au traitement. Donc, ce qui était le cas pour les anesthésiques. Au cours des dernières années, il a beaucoup été question de l'action de Santé publique France en lien avec la pandémie de Covid-19. Mais nous souhaiterions aujourd'hui mieux comprendre quel rôle l'agence peut jouer dans l'anticipation et la résorption des tensions d'approvisionnement. En effet, les pénuries constituent indéniablement, bien que de manière peut-être plus diffuse et moins visible que les pandémies, une menace sanitaire qui impacte très directement la santé des Françaises et des Français. Quel rôle pourrait être le rôle de Santé publique France, non plus en situation exceptionnelle, mais dans le cadre du fonctionnement courant, mais défaillant et s'aggravant, de la chaîne du médicament. En clair, l'agence dispose-t-elle de capacités pour le faire et de quels moyens financiers aurait-elle besoin pour éventuellement remplir cette mission, par exemple pour garantir l'équité territoriale de l'approvisionnement en médicaments. J'ajouterai à ces moyens financiers et aux besoins de la mission, quels moyens aurait-elle aussi de pouvoir travailler en relation avec les structures déjà existantes qui traitent déjà chacune séparément de cette question de la pénurie de médicaments. Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France, poste que vous occupez depuis le mois de février dernier. Depuis le mois de février dernier. Excusez-moi, un petit problème de doigt. Et également, vous êtes accompagné par Monsieur Stéphane Costaglioli, le directeur Alerte et Crise, et Madame Halima Marie Malikité, directrice de cabinet. Pour cette audition d'une durée d'environ 1h30, un peu moins d'1h30, nous vous laisserons tout d'abord la parole pour un propos très concret de moins de 10 minutes. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera des questions précises, une première salve de questions. Et ensuite, je donnerai la parole à mes collègues pour des questions complémentaires. Exactement. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ».
Madame Semaille. Oui, je dirais... Vous pouvez me répéter juste le début? Je le jure. Oh, je le jure. Très bien. Voilà. Alors, je le jure. Très bien. Merci. Monsieur Castoglioli. Je le jure. Et Madame Marie Malikité. Je le jure. Je vous remercie et je vous donne la parole pour environ 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc je vous remercie tout d'abord d'avoir souhaité auditionner Santé publique France dans le cadre de vos travaux sur la pénurie des médicaments. Vous l'avez dit en introduction, Santé publique France a été créée en 2016 pour assurer la surveillance de l'état de santé de la population, lancer l'alerte, répondre aux besoins d'environnement favorable à la santé par la prévention et concevoir des stratégies de réponse de santé publique, notamment en situation sanitaire exceptionnelle. Nos missions concernent ainsi, pour le compte de l'État, la réponse en soutien au système des soins face aux menaces sanitaires graves, notamment en mobilisant la réserve sanitaire et l'établissement pharmaceutique qui est chargé de la constitution et de la gestion des stocks stratégiques des produits de santé. La mission de Santé publique France dans ce domaine est définie par l'article L 1413-4 du Code de la santé publique qui prévoit, je cite, « À la demande du ministre chargé de la Santé, l'Agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. L'Agence assure dans les mêmes conditions leur renouvellement. Pour ce faire, Santé publique France dispose donc d'un établissement pharmaceutique. Les stocks stratégiques de l'État, et nous y reviendrons, sont définis par la circulaire interministérielle du 26 septembre 2013 relative à l'élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. Les stocks stratégiques permettent à l'État de maintenir une capacité d'intervention en renfort pour répondre à des événements de grande ampleur, épidémiques, chimiques ou radionucléaires, accidentels ou terroristes. La constitution des stocks stratégiques nationaux en produits de santé s'est développée depuis 2001, puis au fur et à mesure de l'émergence des risques, notamment infectieux, terroristes, industriels, et pour soutenir l'application des plans gouvernementaux. Pandémie grippale 2011, Ebola 2014, Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur 2014, Plan NRBC 2016. Il peut s'agir notamment de stocks d'antiviraux, d'antidotes, d'antibiotiques, de vaccins, de dispositifs médicaux, de petits matériels, de consommables ou d'équipements de protection individuelle. Dans le cadre des moyens de l'État face à des situations exceptionnelles, ces stocks stratégiques viennent en complément des stocks tactiques qui sont, eux, positionnés auprès des établissements de santé sur l'ensemble des territoires. L'acquisition et la maintenance de ces stocks tactiques sont financés par les établissements de santé. Ils sont conditionnés sous forme de malles contenant par exemple des antidotes, des solutions de remplissage, des respirateurs, etc., pour répondre aux premières urgences. Les stocks stratégiques, quant à eux, ne sont en principe pas mobilisés en première intention, à l'exception évidemment de certains antidotes, on pourrait y revenir, antitoxine diphtérique, antitoxine botulique. Ce dispositif à double étage, donc stock stratégique et tactique, viennent évidemment en complément d'une stratégie plus globale de sécurisation des approvisionnements au niveau national et puis également au niveau européen. Un cadre de constitution et d'emploi des stocks stratégiques, donc je parle bien là des stocks stratégiques et non pas des stocks tactiques, de l'État a été arrêté en 2017. Il est actuellement en cours de révision pour intégrer notamment le retour d'expérience de la gestion de la crise Covid 2019 et évidemment Santé publique France contribue à la révision de ce cadre. Le ministère chargé de la Santé nous adresse chaque année une instruction de programmation indiquant la nature et les quantités de contre-mesures à acquérir sur la base des recommandations d'autorités de santé au Conseil de la santé publique ou d'autres agences d'expertise, IRSN, ASN, ANSES, INERIS. Évidemment, l'ANSM est également régulièrement consultée en ce qui concerne tout ce qui est efficacité et sécurité des produits de santé. Les acquisitions se font dans les règles de la commande publique. Il s'agit de marchés publics nationaux qui s'insèrent dans une démarche européenne. Je pense notamment à ce qui s'est passé pour la grippe pandémique ou la vaccination Covid. Certaines acquisitions peuvent également s'effectuer auprès de la pharmacie centrale des armées pour certaines spécialités. Pour assurer l'opérationnalité de ces stocks, Santé publique France
propose et met en œuvre des schémas de stockage et de distribution logistique. En termes de stockage, le schéma directeur repose sur une plateforme nationale appartenant en propre à Santé publique France et sur des plateformes à compétence nationale ou zonale opérées par des prestataires privés sélectionnés par l'agence au terme d'une procédure d'appel d'offres. Les spécificités des territoires d'outre-mer ont été prises en compte, évidemment, en créant des plateformes de proximité en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Mayotte et à La Réunion. Les produits doivent être mobilisés en cas d'urgence à partir des plateformes en moins de 4 heures en tout point du territoire. Et l'acheminement doit être réalisé en moins de 12 heures. Pour garantir de tels délais, l'entrepôt doit être accessible 24/24, 7 jours sur 7. En complément de ces plateformes zonales et nationales, Santé publique France s'appuie sur le réseau des grossistes-répartiteurs, par exemple pour le stockage et la distribution de l'iode. En termes de schéma logistique, les schémas sont adaptés à chaque situation, nombre de points de livraison, nombre de spécialités concernées, quantité, contraintes, etc. liées aux produits. Il est important de noter que les stocks stratégiques ne sont pas uniquement composés de stocks physiques, c'est-à-dire qu'il existe aussi ce qu'on appelle des marchés de réservation, de capacité de production, et donc la possibilité de disposer de stocks tournants gérés par les fournisseurs. On pense notamment à ce qui s'est passé pour le curare. Alors, quels sont les enjeux pour la constitution des stocks stratégiques? Alors évidemment, en premier lieu, c'est le choix des produits pour lequel un stock stratégique doit être constitué, en prenant en compte évidemment la cartographie des risques sanitaires, la disponibilité des contre-mesures. Et puis un deuxième enjeu très important, c'est l'analyse et la mise en œuvre des modalités d'acquisition, de stockage, de distribution de ces produits. L'agence veille également sur les signalements de tension sur certains médicaments. Vous avez cité la problématique des pénuries, nous y sommes aussi évidemment très soucieux, qui relèvent donc les tensions qui relèvent des stocks stratégiques en lien avec la NSM et la DGS. Et on échange aussi avec nos fournisseurs dès lors que nous avons la notion d'une tension. Aussi bien d'ailleurs sur la matière première qui est nécessaire à la fabrication ou sur la fabrication elle-même. Dans la mesure du possible, l'agence s'efforce également de s'appuyer sur plusieurs fournisseurs pour répartir les risques. Mais certaines spécialités ne sont produites que par un nombre restreint de laboratoires, voire sont en situation de monopole. Je pense aux antidotes notamment. Santé publique France pourrait-il se substituer en cas de pénurie de certains médicaments? Si le Code de la santé publique prévoit que l'agence puisse constituer des stocks en cas de pénurie ou de risque de rupture d'approvisionnement, ces dispositions sont mobilisables en cas de menace sanitaire grave et de façon temporaire. De plus, il faut avoir en tête que toute intervention sur des marchés déjà tendus doit être évaluée avec précaution pour ne pas déstabiliser un peu plus le marché. Cette analyse est réalisée par le ministère qui est le donneur d'ordre de Santé publique France. Santé publique France n'a pas vocation à se substituer évidemment aux obligations des industriels qui doivent disposer d'un stock de sécurité minimale de 2 mois pour tous les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, afin d'anticiper les risques de rupture de stock. En outre, la logistique pharmaceutique étatique est activée de manière exceptionnelle. Elle ne peut assurer durablement des missions qui incombent à des réseaux éprouvés, conçus pour une distribution de masse sur un large réseau allant jusqu'au niveau officinal. En revanche, lorsque la rupture est avérée pour des produits spécifiques, il peut être envisagé que l'État se substitue au marché. Cela s'est produit dans des circonstances exceptionnelles et vous les connaissez, celui des médicaments curares et hypnotiques en pleine crise Covid au second semestre 2020, quand l'État s'est substitué au marché. Santé publique France a alors eu le monopole d'acquisition des curares et des hypnotiques et est devenu l'acquéreur exclusif pour le compte de l'État de ces produits auprès de nombreux laboratoires pharmaceutiques et filiales françaises pendant la crise afin d'assurer une répartition équitable de ces médicaments entre les établissements sur l'ensemble du territoire. Notre intervention ne peut donc être qu'exceptionnelle en cas de menace sanitaire grave et temporaire. Je vous remercie de votre attention et suis à l'écoute de
à votre écoute pour répondre à vos questions. Très bien. Je vous remercie beaucoup de ces propos très complets. Donc, je vais demander à Laurence Cohen, Madame la rapporteure, de poser sa première salve de questions. Oui, merci Madame pour vos propos très, très synthétiques. J'aimerais que vous me donniez plus d'éléments concernant le fait que Santé publique France possède un établissement pharmaceutique. C'est-à-dire que nous, là, nous sommes sensibles pas seulement, à l'état des lieux, parce que c'est important effectivement de le réactualiser, mais éventuellement aux solutions que nous pourrions apporter pour aider justement à ce qu'il n'y ait pas de pénurie de médicaments, de rupture, etc. Donc nous sommes intéressés de connaître mieux les possibilités finalement de l'État. Donc quand vous parlez d'un établissement pharmaceutique, est-ce que ça veut dire qu'il y a production possible, envisageable de médicaments? Et si tel est le cas, quels peuvent être les médicaments et dans quels produits et dans quelle situation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, Santé publique France a bénéficié au cours des dernières années, compte tenu de la crise sanitaire, de la crise Covid, de dotations exceptionnelles de la part de l'État, notamment pour 2020, pour 2021 et pour 2022. Et c'était des sommes qui étaient autour à chaque fois, chaque année, de 4 milliards, 4,8 milliards, 4,3 milliards et 3,8 milliards, au titre d'ailleurs de la prévention épidémique et justement de la constitution de stocks stratégiques dont vous nous avez parlé. Sachant que votre budget annuel est environ de 200 millions d'euros, on voit bien là que effectivement c'est une dotation extrêmement importante. Et est-ce que finalement ce budget exceptionnel a été uniquement dédié à la lutte contre le Covid, ou est-ce qu'il a été utilisé notamment pour des missions, des actions de surveillance sanitaire en matière d'accès aux médicaments ou justement de résorption des pénuries? Et à ce moment-là, si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ces actions? Mais quand on voit les sommes qui ont été allouées, est-ce qu'on peut finalement se dire que votre budget, le budget, on va dire, classique de l'agence est particulièrement sous-évalué? Parce qu'effectivement, 200 millions, 4 milliards, ça fait quand même un grand delta. Donc ça, c'était ma première question. Dans votre mission de veille sanitaire et de prévention des risques sanitaires, ça c'est ma deuxième question, comment est-ce que vous prenez en compte l'enjeu de l'approvisionnement des médicaments? Vous l'avez un petit peu dit, mais ce serait intéressant que nous ayons des précisions, par exemple, sur le suivi de l'accès des Françaises et des Français aux médicaments, notamment justement parce que vous avez insisté par rapport aux plateformes, donc de proximité géographique, etc. Est-ce que vous avez la possibilité de ce suivi pour voir si ce que vous avez pu anticiper finalement s'avère efficace, ou est-ce qu'il faudrait modifier les choses? Et en fait, est-ce qu'il y a un angle mort de la veille sanitaire en France, ce qui appellerait à finalement renforcer vos missions? Alors je vous dis tout de suite que personnellement je fais partie des parlementaires et nous sommes plusieurs autour de cette table à ne pas envisager un élargissement des missions d'une agence sans lui en procurer les moyens financiers et humains, parce que sinon c'est un petit peu facile. Je ferme la parenthèse. Troisième question, au cours des auditions précédentes, nous avons été alertés par les industriels du secteur qui nous ont indiqué qu'une partie des pénuries s'expliquerait, ils ont été plus catégoriques que moi, mais s'expliquerait par l'incapacité des pouvoirs publics à anticiper et notamment à informer les producteurs des besoins en médicaments. Alors, est-ce que vous partagez ce constat? Puisque, en fait, si j'ai bien compris, Santé publique France est justement chargée de réaliser les prévisions épidémiologiques. Donc, comment est-ce que vous répondez à ces critiques? Est-ce qu'il y a là encore des failles, des manques et des choses évidemment à améliorer?
Ma quatrième question, c'est concernant un rapport récent de la Cour des comptes qui a été d'ailleurs demandé par le Sénat et qui estimait donc qu'il serait pertinent, on va dire, d'élargir les facultés d'autosaisine de Santé publique France, notamment en matière donc de gestion des crises sanitaires, pour que cette agence soit plus réactive et plus autonome. Est-ce que vous pensez que cette préconisation du Sénat pourrait effectivement contribuer à mieux prendre en compte et mieux traiter les pénuries de médicaments? Et enfin, ma dernière question, c'est, vous l'avez évoqué extrêmement brièvement, ce sont les relations avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en matière de prévention des pénuries de médicaments et des crises sanitaires. Donc, je pense à la Commission européenne et je pense également aussi au paquet pharmaceutique, parce que vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que ce paquet pharmaceutique qui était attendu par tous les pays a été à nouveau retardé, que malheureusement ce retard risque de nous conduire à après les élections européennes. Madame la directrice. Oui. Très bien. Madame la sénatrice, merci pour toutes ces questions extrêmement pertinentes. Certaines sont dans notre champ, certaines ne sont pas dans notre champ et plutôt dans le champ notamment de la NSM. Alors, en termes d'établissements pharmaceutiques, donc nous abritons donc au sein de Santé publique France l'établissement pharmaceutique qui est d'ailleurs dans la direction alerte et crise. Et donc c'est pour ça que Stéphane m'accompagne et donc il répondra aussi à un certain nombre des questions pour... je lui passerai donc régulièrement la parole. Donc, nous avons donc un établissement pharmaceutique. Effectivement, vous l'avez souligné, nous avons dans nos missions la gestion opérationnelle et il y a le mot fabrication. Ça ne vous a pas effectivement échappé qu'il y avait le mot fabrication. Alors, très concrètement, aujourd'hui, l'établissement pharmaceutique n'a pas du tout les moyens de fabriquer, au sens fabriquer à partir de matières premières et de fabriquer donc à partir de matières premières un produit fini. Aujourd'hui, on ne dispose pas ni des moyens financiers, ni des moyens humains, ni même, et là, comme je dois jurer, ni même, je pense, de salles blanches, enfin, d'infrastructures qui nous permettraient de fabriquer des produits finis. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ce terme? Alors, il nous a déjà servi, parce que, en fait, le mot fabrication, tout le monde pense, on prend de la matière première, on fait un produit fini, et après, on va le libérer sur le marché, mais derrière le mot fabrication, il y a aussi, par exemple, le réétiquetage. Et donc, ça nous a permis, le fait qu'il y ait le mot fabrication dans nos missions, ça nous a permis très concrètement, dans le cadre des vaccins variole, donc qu'on a utilisé pour la crise monkeypox, de réétiqueter les vaccins. Donc voilà, à plusieurs reprises, on a d'autres expériences, je pense que c'est celle-là essentiellement. Et en fait, le réétiquetage veut dire que ça fait partie des bonnes pratiques de fabrication. Parce que dès lors qu'on on fait le réétiquetage, alors c'est le pharmacien qui doit libérer le lot. Donc ça fait partie des bonnes pratiques de fabrication. Donc voilà, donc ce terme est important pour nous parce que ça nous laisse une certaine flexibilité si on doit réétiqueter, reconditionner par exemple. Mais en revanche, nous n'avons pas la capacité de fabriquer et nous ne l'avons jamais fait. Et nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et quand on voit en face, effectivement, les capacités de production du secteur privé, voire d'autres structures, nous ne sommes pas du tout, effectivement, une entité qui est crantée pour ce genre de mission. Donc ça, tu veux compléter sur ce point-là ? Merci Caroline, Madame la rapporteure, pour compléter les propos de notre directrice générale sur la fabrication. L'autre piste qui peut être envisagée, c'est avoir recours à de la sous-traitance, parce qu'il y a aussi cette possibilité. Mais là aussi, ça requiert des moyens supplémentaires, notamment pour réaliser la pharmacovigilance qui peut être associée. Donc il y a aussi ce volet-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on parle d'établissement pharmaceutique pour Santé publique France, c'est une quinzaine d'équivalents temps plein permanents
Donc voilà, ce simple chiffre illustre les moyens permanents à disposition de l'établissement pharmaceutique. Qui sont à mettre au regard des moyens que nous avons en face. Donc effectivement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes de ce côté. Alors, sur le deuxième point, vous avez souligné le budget effectivement de Santé publique France, qui est, donc peut être très 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 élevé, qui est hors fonction socle. Nous avons effectivement certaines années eu des budgets qui étaient de l'ordre du milliard. Donc effectivement, ces budgets sont vraiment nécessaires pour, non pas les actions de surveillance sanitaire, là, ces budgets très, très, très importants. Alors, nous avons dans notre budget, évidemment, de Santé publique France, le budget socle qui est pour les actions de surveillance sanitaire. Mais en tout cas, les budgets, quelquefois, qu'on pourrait considérer comme très élevés, en tout cas, voilà, très, très, très élevés de Santé publique France, comparativement à d'autres agences de sécurité sanitaire, sont vraiment, effectivement, fléchés sur l'achat notamment des vaccins Covid ou des vaccins variole dans le cadre de l'épidémie de monkeypox. Le coût de ces vaccins sont extrêmement élevés, puisque les vaccins Covid sont des vaccins ARN et les vaccins variole étaient aussi des vaccins assez complexes et en tout cas très recherchés au niveau européen. Donc en termes de vaccins, l'achat des vaccins par l'établissement pharmaceutique, donc par Santé publique France, nécessite un budget très important, mais qui est fléché sur l'achat. Alors des vaccins et puis d'autres équipements, évidemment, mais c'est effectivement les vaccins qui comptent pour beaucoup dans notre budget d'achat via l'établissement pharmaceutique. Tu veux compléter ? Le budget supplémentaire qui nous a été alloué et qui est effectivement très important par rapport aux moyens pérennes n'a été utilisé que pour de la gestion de menaces sanitaires. Donc essentiellement, comme l'a indiqué Caroline Semaille, sur la Covid et puis la variole du singe. Et ce budget-là permet, outre l'acquisition des vaccins, qui est le coût principal, également la prise en charge de tout ce qui est coût de stockage et de distribution des contre-mesures, puisque à chaque fois que l'établissement pharmaceutique achète un produit, c'est pour le mettre à disposition de la population et de répondre à une menace sanitaire. Donc systématiquement, il y a le coût associé lié au stockage et à la distribution. Mais cette enveloppe, et d'ailleurs au sein de notre budget, cette enveloppe est suivie de manière spécifique avec un code analytique spécifique qui permet de s'assurer en termes de fléchage que les moyens sont bien uniquement dévolus aux sujets liés aux menaces sanitaires graves auxquelles nous devons faire face. Alors après, pour répondre, et ça va répondre un petit peu à vos questions, mais j'y reviendrai spécifiquement, disons 2, 3 et 4, en termes de notre rôle dans la pénurie. Il faut peut-être aussi revenir sur de quoi on dispose. Alors, je ne peux pas vous détailler les stocks qui sont dans l'établissement pharmaceutique, mais les stocks, c'est vraiment des stocks stratégiques. Donc, on dispose souvent de produits qu'on ne retrouve pas en fait en pharmacie. On a notamment des antidotes, je pense aux antitoxines diphtériques, aux antitoxines botuliques. Alors pourquoi elles sont dans les stocks stratégiques? Parce que d'une part, c'est une menace grave, je veux dire la diphtérie ou le botulisme, et en plus, c'est des produits qui sont produits en petite quantité, pour lesquels il faut une mise à disposition extrêmement rapide. Donc, effectivement, on dispose, dans le cas des stocks stratégiques, de produits comme ça. On dispose aussi des EPI, des masques de protection, on dispose d'antiviraux, etc. Mais on ne dispose pas de tous les médicaments qu'on trouve en France. On a des produits et des stocks stratégiques qui répondent à des menaces sanitaires graves. Donc ça, c'est le premier point. Donc, notre rôle au niveau de Santé publique France n'est pas on n'a pas un rôle de suivi des pénuries. C'est un rôle qui appartient plutôt à d'autres agences. Quand je vous disais qu'on faisait effectivement attention aux tensions d'approvisionnement, parce qu'on dispose dans les stocks stratégiques de médicaments qui sont souvent on a des produits en petite quantité qui sont produits assez difficilement. Je parlais des antidotes, etc. Donc on est effectivement très attentif à des tensions en approvisionnement pour ces produits-là.
Mais on n'a pas vocation à suivre, évidemment, toutes les pénuries des médicaments. On n'est pas outillés pour ça, et d'autres agences sont bien mieux outillées que nous pour faire cette surveillance. En tout cas, sont plus outillées que nous. Est-ce qu'elles le sont suffisamment? C'est peut-être une question, mais en tout cas, elles le sont plus outillées que nous pour suivre les tensions en approvisionnement. Donc, il y avait une autre question aussi sur le fait de s'auto-saisir sur le stock stratégique. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a une doctrine qui date de 2017. Donc, on voit bien qu'il est important de réviser cette doctrine. L'environnement et l'écosystème a changé. Bon, les enjeux sont de plus en plus importants, on l'a bien vu. Épidémique, NRBC, les changements climatiques. Donc, on a des enjeux auxquels on va devoir faire face dans les années à venir. On a eu aussi, évidemment, cette pandémie Covid qui nous a permis de voir à quel point, et même la crise Ukraine, à quel point il peut y avoir des tensions mondiales dans tout ce qui est fabrication, même transport logistique des produits. Donc voilà, il est vraiment important de... Ces dernières années nous ont vraiment montré comment la fabrication pouvait être tendue et même la logistique, combien était complexe une distribution des produits. Donc on a aussi besoin de prendre en compte ça. Et d'autre part, effectivement, l'écosystème a un peu changé. L'Europe a pris, et vous l'avez cité, une place beaucoup plus importante. Et je pense notamment à la création de HERA en septembre 2021. Donc, compte tenu de ces enjeux qui ne vont faire qu'augmenter toutes ces dernières années, le rétexte Covid, la crise Ukraine, les problématiques de pénurie, de fabrication, de logistique, et le contexte européen fait qu'effectivement, la doctrine de 2017, il est important de la revoir. Donc, nous sommes associés à cette réflexion, mais pas seulement nous. Je l'ai cité dans mon propos liminaire. Il y a évidemment le Haut Conseil de la santé publique qui est sollicité pour tout ce qui est risques infectieux environnementaux. Je suppose que vous les avez d'ailleurs auditionnés. L'IRSN, l'ASN, sur tout ce qui est protection des populations en cas d'accident nucléaire et menaces radiologiques. L'ANSES, l'INERIS, etc. Donc voilà, et en termes d'autosaisine, vous avez effectivement la Cour des comptes s'est prononcée en faveur d'une autosaisine. Donc même si je viens de citer que nous sommes partie prenante dans tout ce qui est élaboration de la doctrine, bien entendu, ça ne se fait pas, on n'est pas en marge de cette élaboration, mais nous ne sommes pas du tout effectivement opposés à une autosaisine, et je l'ai dit dans le cadre de mes auditions parlementaires, à une sorte d'autosaisine. Et il faut qu'on voit dans quel cadre, mais nous ne sommes pas opposés, comme l'a souligné la Cour des comptes, à une autosaisine de Santé publique France. Même si de toute façon, dans le cadre des relations, nous sommes force de proposition auprès du ministère de la Santé. Mais un point important, on l'a souligné, l'établissement pharmaceutique, le nombre de personnes qui sont à l'établissement pharmaceutique est assez faible au demeurant par rapport à la mission. On a évidemment besoin de moyens adéquats, à la fois budgétaires et en ressources humaines. Et vous savez que nous avons un plafond d'emploi qui fait que nous n'avons pas une flexibilité comme les autres agences. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à Santé publique France. Donc voilà, donc sur les suivis des médicaments, je pense que j'y ai répondu. Sur tout ce qui est Europe, le contexte écosystème européen, je vais peut-être laisser Stéphane compléter, parce que nous avons des relations avec HERA, mais je te laisse compléter. On est partie prenante de pas mal de groupes, évidemment, au niveau européen, à la fois l'Advisory Forum, mais aussi au niveau HERA. Je laisse Stéphane compléter. Merci. Alors, effectivement, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau européen. On suit, puis on est aussi un acteur, puisque Santé publique France, vis-à-vis d'HERA, est membre de l'Advisory Forum. L'Advisory Forum, dans la gouvernance, le forum qui... consultatif, oui, ou qui associe. Vas-y. Non, je dis non. Advisory Forum, c'est le forum consultatif, l'organe, l'instance qui associe l'ensemble des États membres à la gouvernance. Et qui associe en plus des États membres la société civile et également les grands acteurs de l'écosystème en matière de médicaments et de contre-mesures. Donc c'est un organisme qui est consultatif, mais qui permet d'échanger justement de manière assez informelle sur les perspectives, les évolutions thérapeutiques possibles, etc. Donc on est destinataire
bien évidemment, de l'ensemble des documents préparatoires. On y contribue également en réagissant sur ces documents. Donc il y a des interactions qui se font à ce niveau-là. Donc ça permet un suivi, on va dire, général de l'activité au niveau européen. Et ça nous permet également de mieux articuler notre action nationale vis-à-vis des initiatives européennes et éventuellement aussi de participer à des programmes et d'obtenir des financements dans ce cadre-là. Et puis, il y a à côté de ce premier bloc, assez général en termes d'activité, il y a un deuxième élément qui est beaucoup plus pratique et opérationnel pour l'établissement pharmaceutique et Santé publique France, c'est que HERA lance un certain nombre de procédures au niveau européen auxquelles des États membres peuvent souscrire pour acheter des contre-mesures de manière groupée. Et bien évidemment, nous participons également à chaque fois que c'est nécessaire et pertinent à ces procédures. Pour donner un seul exemple, sans rentrer dans les détails des contrats concernés, on parle du risque de pandémie grippale, notamment lié à un risque zoonotique et d'une transmission à l'homme. Dans ce cadre de l'anticipation, le niveau européen a proposé des marchés de réservation de capacité de production de vaccins pandémiques auxquels nous avons souscrit. Et donc cette action, cette articulation peut se faire soit en substitution, c'est-à-dire qu'on achète uniquement au travers de l'instrument européen qui nous est proposé, ou alors en complément, parce qu'en fonction de la quantité de la contre-mesure dont nous devons disposer au niveau national, si l'instrument européen ne permet pas d'avoir la totalité de cette quantité, nous complétons par un marché national. Voilà les deux grands pans d'action que nous pouvons avoir sur le sujet. C'est effectivement ce que je disais dans ma propos liminaire, on n'a pas forcément toujours des stocks physiques, on a aussi des stocks en fait réservés qui ne sont pas forcément physiquement sur nos plateformes parce que, comme je disais, on a une plateforme nationale, on a des opérateurs privés pour des plateformes régionales, mais on n'a pas non plus une capacité de stockage infinie. En tout cas, elle est très très réduite à côté de ce dont disposent les opérateurs privés qui, je vous laisse. Oui, non, c'est pour être sûr d'avoir bien compris, par exemple, sur l'exemple qui vient de nous être donné, on peut dire que, en fait, ce sont des précommandes avec HERA, là, c'est ça ou non. Alors, en fait, on s'engage à réserver une capacité de production qui permet de produire X millions de vaccins dans un temps déterminé dans le contrat. Et donc, chaque année, nous rémunérons l'entreprise, enfin le fabricant, pour la capacité de production qui nous met ainsi à disposition de manière permanente et qui donc n'utilise pas pour autre chose au cours de l'année. Et si le risque venait à se vérifier et que nous devions donc lancer effectivement la production du vaccin, nous achèterions ensuite à un prix qui est déjà négocié au préalable dans le contrat les 10 vaccins. Mais le principal intérêt, outre le fait que ça économise entre guillemets des capacités de stockage, le principal intérêt d'une telle procédure, c'est qu'en fait, comme le risque pandémique, par définition, on ne sait pas quelle est la souche du virus qui serait concernée, le fait d'avoir une capacité de réservation permet d'avoir un vaccin produit sur la base de la souche en circulation au moment où on en a besoin, et donc d'avoir la contre-mesure la plus adaptée à la menace à un instant T. Alors après, vous avez demandé, sur la gestion des pénuries, c'est vrai que j'y ai un petit peu répondu dans mes propos liminaires. C'est vrai que nous sommes mobilisables vraiment en cas de menace sanitaire grave. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus se substituer aux obligations des industriels qui doivent disposer d'un stock minimal de sécurité de 2 mois et qui d'ailleurs peut être plus que 2 mois dans certaines circonstances ou moins de 2 mois dans d'autres circonstances pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, d'autant que notre logistique pharmaceutique, comme je l'ai dit, ne peut pas du tout ni se substituer à ce qui existe aujourd'hui et n'a de toute façon pas la même force de frappe que ce qu'il y a aujourd'hui, ce dont disposent les industriels. C'est vrai qu'on
on a beaucoup un circuit logistique. On l'a mobilisé pour les vaccins Covid, ce qui était un peu exceptionnel, et ce qui est d'ailleurs pas facile pour les vaccins Covid et les vaccins monkeypox. On est allé jusqu'au niveau officine, mais habituellement, je dirais, les stocks stratégiques, quand on les libère de nos établissements, enfin de nos plateformes, ils vont dans les établissements pharmaceutiques, dans les établissements de santé. Donc, principalement, nos acteurs naturels sont plus les établissements de santé. Mais on s'est adapté, et dans le cas du vaccin Covid et monkeypox, on s'est adapté pour aller jusqu'au niveau officinal. Mais voilà, c'est quelque chose de quand même un peu plus complexe. Naturellement, on travaille avec les établissements de santé. Et complète peut-être sur ce point-là aussi. En matière logistique, donc on a une seule plateforme qui nous appartient en propre, avec là aussi un effectif permanent qui est ce qu'il est, c'est-à-dire assez réduit. 3 ETP en permanence sur le site de la plateforme nationale, 3. Et ensuite, donc nous avons des plateformes zonales et des plateformes à compétence nationale prestataires privés, donc qui, eux, fournissent une prestation de stockage et de distribution également dans une aire géographique prédéfinie. Et nous avons également des contrats ayant pour but uniquement le transport pour renforcer et offrir une sécurité supplémentaire par rapport aux moyens de nos plateformes logistiques. Donc on s'est créé en quelque sorte aussi un filet de sécurité en ayant des contrats de transport seuls permettant de venir en appui des capacités logistiques de nos prestataires sur les plateformes, parce que nous parlions fort justement de tension sur certains médicaments, mais il y a aussi une tension sur la logistique, le secteur de la logistique, sur la capacité à disposer de camions, de chauffeurs. Enfin, ça peut paraître très pratico-pratique, mais c'est notre quotidien, parce que si on ne s'assure pas et on ne garantit pas cette disponibilité, finalement, le fait d'avoir certains produits en stock serait complètement inopérant si nous étions dans l'incapacité ensuite de pouvoir les sortir de nos plateformes. Et ça, c'est aussi un de nos sujets. On a bien vu avec la crise Covid et dans une moindre mesure ensuite avec la variole du singe, qu'on touchait en quelque sorte les limites d'un système logistique qui est en tension par manque de ressources également humaines, difficulté de recrutement dans le secteur ou disponibilité de certains vecteurs terrestres, sachant qu'on a essentiellement du vecteur terrestre, mais on a également des contrats qui nous permettent notamment pour apporter un soutien rapide à nos outre-mer, en plus de nos plateformes qui sont déjà situées, de faire du transport aérien et ou du transport maritime en fonction de l'urgence de livraison des produits ou des volumétries ou de l'incapacité à faire embarquer certains produits par des avions pour des raisons de sécurité. Donc il y a véritablement ces deux volets qui sont essentiels pour maintenir le caractère opérationnel de nos stocks. C'est important effectivement de noter qu'on est mobilisable vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense très régulièrement en astreinte. On peut être appelé pour un cas de botulisme dans un établissement de santé. Et donc, très rapidement, il faut envoyer les antitoxines botuliques au niveau de l'établissement de santé. Et donc ça arrive pour la diphtérie quasiment, enfin très régulièrement. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'on a une logistique pour des vaccins Covid ou monkeypox très large, où là il faut aller un peu partout en outre-mer au niveau des officines, etc. Et puis réagir très vite. Une cinétique extrêmement. On a vraiment des cinétiques qui peuvent être longues ou des cinétiques extrêmement courtes, où il faut libérer en quelques heures une antitoxine pour aller soigner un patient dans un établissement de santé spécifique. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça aussi qui est... voilà, il faut jongler entre ces cinétiques courtes et ces cinétiques longues. Merci beaucoup. Bruno Belin. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci pour votre présentation, Madame et Monsieur, pour les éléments que vous avez apportés en complément. Alors, ça, on est bien d'accord que le cas Covid, variole du singe ou même celui du botulisme que vous évoquez sont des cas exceptionnels dans leur vraie définition. Bon.
Mais on a bien vu cet hiver 2022-2023, la réalité officinale partout en France, ça a été des manques aussi simples que l'amoxicilline, la prénisolone, c'est-à-dire des corticoïdes ou des antibiotiques qui ont 60 ans d'existence. Puisque vous avez ces stocks, et j'imagine bien que vous avez des stocks de corticoïdes quelque part, à quel moment ou pourquoi ou comment pourrions-nous les mettre à disposition de répartiteurs qui ont les moyens logistiques d'aller partout en France et qui ont les moyens, et Dieu sait qu'il faut qu'on les sacralise si on veut respecter cette égalité à laquelle nous tenons tant dans cette mission et aux règles d'aménagement du territoire. Comment pouvons-nous faire pour mettre vos stocks à disposition du réseau officinal sur le terrain et ainsi à disposition des patients? Alors, déjà, effectivement... pardon, allez-y. C'est la parole à ma collègue. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation qui a le mérite effectivement d'être très claire. Et vous avez vraiment un rôle effectivement qui est très spécifique. Les crises, menaces graves, on a bien compris cela. Moi, j'avais juste une petite question de détail sur votre organisation, la grande plateforme où vous avez 3 ETP. Et ensuite, vous dites que vous avez donc des contrats de transport et des plateformes privées. Ça fait partie de votre budget, vous les rémunérez. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir des plateformes délocalisées mais publiques plutôt que d'avoir affaire au privé? Voilà, c'est juste une question. Du coup, je vais compléter sur cette fameuse plateforme. Je suppose que les plateformes zonales sont celles qui avaient été utilisées pour la distribution des vaccins ARN messagers Covid. Il y en avait 4 ou 5 en France, me semble-t-il. Donc, c'est juste pour avoir des éléments de précision. Donc, c'était des plateformes qui n'avaient pas d'énormes capacités de stockage parce qu'en plus, les boîtes à pizza des vaccins prenaient peu de place. Voilà. Donc, je pense que les plateformes zonales restent limitées. En tout cas, elles ne peuvent pas répondre à cet objectif de stockage de cette fameuse liste en cours de rédaction de médicaments dits critiques qui seraient aux alentours de 150-200. Donc, ça c'est un vrai sujet. Donc, comment vous voyez la capacité à démultiplier le stockage si c'était nécessaire, parce que ça peut être une urgence de manquer d'antibiotiques. Voilà. Voilà. Quand il y en a plus, on est dans une situation sanitaire d'urgence. Et là, en l'occurrence, on n'est pas loin d'être dans cette situation parce que la pénurie d'amoxicilline a été compensée par d'autres antibiotiques et on est en situation de pénurie large d'antibiotiques sur plusieurs classes thérapeutiques. Voilà. Donc où commence et où finit l'urgence? Voilà, je sais bien que c'est pas un élément si simple que ça, mais ça peut pas être que NRBC. Voilà, il y a des effets de bord. Voilà, et quel est votre point de vue sur ce sujet? Et donc, du coup, comment pourriez-vous vous intégrer dans cette question de la gestion de la pénurie de médicaments en France? Ma deuxième question porte sur un sujet purement organisationnel. Vous avez une connaissance assez large de pas mal des instances et institutions en France en charge des questions de médicaments et de santé publique. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment ou à un autre qu'il faudrait qu'il y ait un pilote ou au moins une simplification dans le sens diminution quantitative des interlocuteurs et des intervenants? C'est pas les missions qu'on diminue, c'est peut-être des regroupements effectifs ou opérationnels. Vous nous dites à juste titre que vous êtes en lien avec la NSM, avec la Direction générale de la santé, j'imagine un peu avec le CEPS quand même de temps en temps, et d'autres institutions et instances officielles. Voilà, cette réflexion, elle devient, comment dire, de plus en plus importante parce que les reproches sont nombreux depuis le début de ces auditions, hein, dans le cadre de cette commission d'enquête, d'une difficulté à trouver un pilote.
Et il semblerait que pendant la crise Covid, le pilote, ça a été quand même un petit peu Santé publique France. Mais peut-être que je me trompe. Et donc, dernière question. Vous traitez la question épidémiologique. Qui dit épidémiologie dit suivi. Donc l'épidémiologie, c'est aussi le suivi des pénuries, parce que c'est le suivi des pathologies résurgentes ou en augmentation par défaut de traitement. Et c'est une des conséquences des pénuries. Et en réalité, en France, on a un petit sujet en matière d'épidémiologie, c'est qu'on a des données épidémiologiques incomplètes, imparfaites, pas toujours consolidées et pas toujours vérifiables ou vérifiées, avec des fournisseurs de données qui ne sont pas toujours complètement, complaisants. Et donc, j'imagine que vous êtes aussi dans un travail de fond sur l'évolution des contenus et des contenants du Health Data Hub, qui est l'outil qui a été mis en place en parallèle de vous pour pouvoir jouer ce rôle épidémiologique. Et en matière de suivi des pénuries de médicaments, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la NSM et Epifar, puisqu'on est plutôt sur des remontées partielles du territoire et on n'est pas sur des remontées globales. Je vous remercie. Alors, donc, je vais essayer de reprendre plusieurs des questions sur le personnel. Je te laisserai répondre sur les plateformes régionales. Donc déjà sur les antibiotiques, effectivement, on a été face cet hiver, j'étais à la NSM avant, donc je suis bien placée pour le savoir, sur amoxicilline. Alors, mais vous avez auditionné la NSM, je suppose. Voilà. Donc il vous a dit aussi le nombre de pénuries qui suivaient, le nombre de dossiers qui étaient suivis, et donc voilà, c'est ça. Donc encore une fois, le stock stratégique, il ne dispose pas de tout, et pas. Déjà, il ne dispose pas de tous les produits, et surtout des produits, je dirais, d'utilisation courant, etc. Il dispose d'un certain nombre de produits, d'une part pas de tout, et d'autre part pas non plus en quantité énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas, on ne stocke pas dans les plateformes à la fois nationales et au niveau régional d'un nombre de médicaments qui soit capable en fait de répondre aux besoins de la population au quotidien. Voilà, ça, c'est pas possible. On n'a pas ni la capacité d'achat, de stockage, et c'est pas dans nos missions puisqu'on est vraiment sur des mesures, des menaces sanitaires graves. Corticoïdes, je suis même pas certaine qu'on en ait beaucoup en stock, peut-être dans les mâles stock tactiques, mais il n'est pas certain du tout qu'on ait en tout cas des stocks de corticoïdes au niveau des plateformes. Non, a priori non, hein, c'est ça. On en a dans les stocks tactiques. Hein. Je pense qu'il y a quelques produits, enfin il y a des produits de nécessité courante qui sont dans les stocks tactiques. Donc ça, c'est le premier point. On ne dispose. Pardon ? Les stocks tactiques, c'est pas nous. Ah oui, les stocks tactiques, c'est pas nous. Hein. Mais ça, je l'ai dit. Mais je l'ai dit pendant mon propos liminaire. Effectivement, les stocks tactiques sont gérés par les établissements de santé. Oui, c'est ce que j'ai précisé. Effectivement, c'est vraiment les établissements de santé. Donc, d'une part, on ne dispose pas du tout. Et d'autre part, on a parlé des pénuries. En fait, les pénuries n'ont pas touché que la France. Les pénuries en matière d'amoxicilline ont touché, en fait, l'Europe entière. Donc, ce n'est pas une spécificité française. Hein, c'est vraiment la problématique des pénuries. Elle touche tous les pays. Donc voilà, donc on n'a pas la possibilité, nous, de stocker, en fait, à la fois les besoins en antibiotiques de toute la population française. On peut stocker des médicaments ou des antibiotiques qui sont absolument nécessaires dans le cadre de menaces sanitaires graves. Hein, je pense tout ce qui est risque NRBC, je pense notamment au fluoroquinolone, hein, qui sont absolument nécessaires et qui doivent être mobilisés rapidement. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et d'autre part, les causes de pénurie hein, sont extrêmement variables. Hein. Ça peut être aussi un problème de fabrication, de matières premières, etc. Et comme je le disais en introduction, on n'a pas les moyens, effectivement, de fabriquer au niveau de l'établissement pharmaceutique, en tout cas aujourd'hui. On n'a absolument pas les moyens. Après, vous avez cité la possibilité de faire des stocks, mais c'est ce que je citais aussi dans les propos liminaires.
Si, par exemple, là, au moment d'une tension, si l'État commence à acheter et faire des stocks, on va aussi déstabiliser le marché. Donc, il faut faire très, très attention à ne pas déstabiliser un marché qui, d'ailleurs, est déstabilisé pas seulement en France, mais un peu partout en Europe. Donc, créer des stocks est aussi une problématique et il faut bien avoir conscience de, au moment où il y a déjà une tension, voire une pénurie, créer un stock à ce moment-là peut en plus déstabiliser encore plus le marché. Après, créer des stocks très en amont, et bien ça aussi pose la problématique de la péremption, des stocks qu'il faut éventuellement surveiller, modifier, etc. Puis c'est d'avoir éventuellement des stocks d'amoxicilline et puis il y a une péremption et on ne les a pas utilisés, donc on va les détruire ou les remettre dans le circuit classique juste avant la péremption pour qu'ils ne soient pas détruits, etc. Donc ça, c'est ce qui a été fait d'ailleurs pour certains produits, Stéphane, mais pour les curares, et tu peux peut-être détailler ça. Vous avez cité aussi le CEPS. Alors le CEPS, effectivement, est chargé du prix. Nous n'intervenons pas spécialement au niveau du prix des médicaments, mais effectivement, on a dû vous l'exposer lors de toutes les auditions. En tout cas, j'imagine les industriels que le prix du médicament est effectivement certainement... La question, c'est est-ce que vous faisiez partie des membres consultés par le CEPS au même titre que la CNAM, la NSM, l'HAS, voilà, la Direction Générale de la Santé? Comme ça fait seulement un mois, fin février, voilà. Je ne pense que non, mais comme je ne suis pas... Je vais me tourner, mais je ne pense pas qu'on soit consulté dans le cadre du CEPS. Hein. Non, nous pourrons vous le confirmer, mais a priori, non, nous ne sommes pas consultés. Pourtant, vous avez un rôle de veille sanitaire, ça pourrait quand même avoir un intérêt en matière de politique du prix du médicament. C'est vrai que le CEPS s'appuie aussi sur les données de la Haute Autorité de Santé et nous sommes aussi partie prenante de certains groupes de la Haute Autorité de Santé qui peut aussi nous auditionner ou nous consulter autant que faire se peut. Il y avait aussi des questions sur comment on peut, nos plateformes régionales, comment, voilà, elles sont aujourd'hui privées, comment, c'est un état de fait, est-ce qu'il y a des possibilités de voir les choses autrement? Alors sur nos plateformes, en fait, en termes de fonctionnement courant, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre une plateforme publique et une plateforme privée à partir du moment où les plateformes privées sont sélectionnées sur la base d'un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux avec des règles très précises indiquées notamment en termes d'astreinte, de disponibilité, de sécurité des locaux, parce qu'il y a aussi, comme on est sur des stocks stratégiques, il y a le sujet de la sécurité des locaux pour éviter que des actes malveillants puissent mettre aussi en péril la sauvegarde de nos stocks. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence pratique entre le fait d'avoir une structure publique ou une structure privée. Alors sur l'aspect financier, bien évidemment, on rémunère ces prestataires. Ces prestataires sont rémunérés sur la base de marchés sur lesquels nous nous engageons sur des minimums contractuels. Et ça a aussi comme vertu de pouvoir adapter en fait le niveau que l'on demande de stockage à nos plateformes en fonction de notre activité réelle. Alors qu'avoir des structures qui soient, par exemple, des structures publiques dimensionnées sur l'épisode le plus important, veut dire qu'en situation de moindre tension, nous aurions une surcapacité de stockage et des infrastructures qui ne seraient pas complètement adaptées. Et puis, nos appels d'offres permettent d'avoir une mise en concurrence entre des prestataires différents. Et donc, on n'est bien évidemment pas sur le moins-disant, parce que ce n'est pas la logique qui est recherchée. On recherche l'offre qui est la meilleure, à la fois d'un point de vue fonctionnel, notamment sur un point de vue fonctionnel, mais du coup, il y a aussi, du fait de la concurrence, sur la tarification, il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Oui, et sur les conditions de sécurité que j'ai indiquées, qui font partie
du cahier des charges, de même que dans le cahier des charges, par exemple, on demande à ce que l'opérateur ait un plan de continuité d'activité, qu'il soit existant, à jour, pour nous donner aussi une assurance raisonnable qu'en cas de difficulté, ce plan de continuité d'activité puisse permettre la poursuite des activités de déstockage ou de réception des produits. Sur leur nombre et leur positionnement, le schéma directeur initial de Santé publique France était d'avoir une plateforme nationale en propre et une plateforme dans chaque zone de défense et de sécurité. Si je mets de côté le cas spécifique de l'outre-mer, où on a mis en place des plateformes dites de proximité. Ce schéma-là était adapté à un stock stratégique au sens premier du terme, c'est-à-dire limité à un certain nombre de menaces, essentiellement NRBC, les plans gouvernementaux. La crise Covid a montré que ce réseau-là n'était pas suffisant pour répondre à une menace sanitaire qui nécessitait d'aller très très près du citoyen en termes de délivrance des contre-mesures et en termes de stockage. Donc pendant la crise sanitaire, on est allé jusqu'à créer 13 plateformes supplémentaires pour augmenter les capacités de stockage et à partir de ces plateformes, démultiplier les points de livraison des contre-mesures. Ensuite, avec la baisse, une relative accalmie sur le front de l'épidémie de la Covid, on a pu revenir à un système où nous avons réduit ce nombre de plateformes temporaires à 5 plateformes à compétence nationale, 2 plateformes plus centrées sur les EPI et les masques notamment, et 3 plateformes que l'on appelle dans notre langage nos dépositaires sur la partie vaccination. Et dans la réflexion qu'évoquait Caroline Semaille dans son propos introductif sur la doctrine des stocks stratégiques, il y aura bien évidemment à re-questionner le schéma directeur en termes de plateformes, de savoir si on pérennise ces plateformes à compétence nationale ou est-ce qu'on change de modèle. Au-delà de ces capacités en termes de nombre de plateformes, la spécificité également de la crise Covid a été dans la prise en charge de produits qui avaient des caractéristiques très spécifiques, notamment en termes de conservation. Je pense notamment à certains vaccins à ARN messager qui nécessitaient une conservation à moins 80 degrés. Voilà, qui est une conservation dont on avait assez peu la pratique au sein de l'établissement pharmaceutique, même si nous avions quelques produits déjà concernés par de telles températures, mais en tout cas sur des produits en quantité bien moindre que celle dont nous avions le besoin pour la Covid. Et en tout cas, nos prestataires, que ce soit les dépositaires ou les grossistes répartiteurs, surtout notamment les grossistes répartiteurs, n'ont pas la pratique de cette température à moins 80. Donc il a fallu aussi adapter nos infrastructures, c'est-à-dire acheter de nouvelles capacités de stockage à moins 80, c'est-à-dire des congélateurs, avec un marché également tendu parce que peu de fournisseurs. Et donc, pour répondre aussi à une question qui était sous-jacente tout à l'heure, il nous faut bien évidemment anticiper, c'est-à-dire qu'on essaye de donner une visibilité sur nos besoins à nos fournisseurs, qui ne soit pas non plus une visibilité uniquement liée à quelques mois, voire à l'année, pour qu'ils puissent nous assurer d'une disponibilité de ces produits. Après, on touche la limite, mais que vous connaissez bien au sein de cette institution, entre l'articulation entre un budget qui reste essentiellement annuel, mais inséré dans des perspectives pluriannuelles où la pluriannualité donne finalement une perspective à l'ensemble des acteurs et des opérateurs pour planifier leurs opérations, investir dans de nouvelles capacités. Et au-delà du besoin d'acheter de nouvelles capacités de stockage en froid à moins 80, comme ce sont des ressources très spécifiques qui nécessitent des besoins énergétiques aussi importants, ça veut dire derrière adapter
les circuits et adapter tous les circuits électriques, toutes les infrastructures électriques, ce qui représente des travaux importants, mais qui sont aussi des investissements pour l'avenir, hein, puisque le moins 80 peut être une température désormais utile pour un certain nombre de contre-mesures. Donc voilà quelques éléments pour répondre aux différentes questions sur les plateformes. Alors effectivement, on voit bien que Santé publique France a montré sa capacité d'adaptation face à ce défi. On voit bien en termes logistiques, d'achat de matériel, etc. Ça a été un défi qui a été relevé par une équipe qui n'est pas si importante que ça, qui donc, voilà, aujourd'hui, aurait besoin d'être renforcée. Peut-être vous avez posé une question, et je ne suis pas sûre, peut-être que je vais vous demander de me faire préciser un peu, sur le fait qu'on ne dispose pas de données épidémiologiques fiables. Est-ce que vous entendez par là de données épidémiologiques, de données sur la consommation des médicaments, des antibiotiques, ou des données épidémiologiques fiables sur la prévalence de pathologies? Là, j'étais pas sûre d'avoir... C'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que les données du CNDS sont partielles. Elles sont partielles, c'est les données du CNDS, donc on n'a pas l'étendue complète des pathologies. EpiPhare fonctionne sur des signaux et il faut qu'il y ait quand même un nombre de cas suffisant pour que le signal soit entendu, quoi, sur le plan épidémiologique. Et donc je vais terminer. En ce qui concerne les pénuries de médicaments, on nous a témoigné plusieurs fois que finalement, faute d'avoir des données complètes, c'est parfois par les signaux épidémiologiques qu'on se rend compte qu'il manque des médicaments, parce qu'ils appellent ce qu'appellent les interlocuteurs les signaux faibles. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence d'une pathologie, on se dit tiens, là, on va manquer de médicaments. Effectivement, comme vous avez cité EpiPhare et en termes de surveillance, c'est vrai que je pensais que vous parliez de la surveillance de la consommation des médicaments, et ça c'est vraiment, enfin, le SNDS permet avec un peu de retard, mais de surveiller vraiment ça. Et puis, mais déjà, on est un des pays qui, avec cet outil SNDS, est quand même un outil formidable, plus, mais après je ne suis pas là pour les détailler, tous les outils qui ont été mis en place par l'ANSM en relation avec les industriels. Donc effectivement, là, vous ne parliez pas du tout de la consommation des traitements d'une manière générale. C'était surtout ce qui est anticipation. Alors effectivement, nous, en fait, on met en place énormément de dispositifs. C'est comme ça quand même que Monkeypox, on a pu très vite anticiper la menace. Et là, quand on parle du continuum de l'agence, on l'a vraiment mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on a détecté les premiers cas, on les a investigués, on a pu suivre les cas, donc des premiers cas de Monkeypox, et on a à la fois mis en place des mesures de prévention auprès des sites, auprès des flyers, etc. Et puis utiliser les traitements qui étaient à l'établissement pharmaceutique, où on est un des rares pays en fait en Europe avec le UK à avoir pu mettre à disposition très vite la vaccination en fait vis-à-vis on a utilisé les vaccins variole pour la variole du singe, pour le monkeypox. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne dispose pas de données épidémiologiques pas fiables. On essaye de mettre en place le plus possible de détection précoce des épidémies. Et on ne le fait pas seul au niveau national, parce que on le voit bien, même par exemple, si je pense aux toutes ces infections invasives graves, streptocoque A, qui est survenue au dernier trimestre, au dernier semestre 2022. En fait, on l'a perçu en France, enfin, on l'a observé en France, mais on l'avait aussi dans les autres États membres. Donc, on voit bien, voilà, que on l'a mis en évidence au niveau français, et d'autres pays peuvent nous alerter. S'ils sont alertés avant, ils nous alertent, et après, on met en place des systèmes particuliers. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire quand même qu'on a des données pas fiables. On peut toujours améliorer, c'est vrai, mais on dispose quand même d'un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'alerter assez rapidement. Peut-être deux précisions, parce que quand on va sur le site donc, de votre agence, si par exemple on tape les mots-clés, etc., il n'y a pas, le résultat sur pénurie de médicaments. Or, vous êtes
Or, ce que vous nous avez dit dans tous vos propos, c'est que vous n'êtes pas, loin s'en faut, indifférent à ces pénuries, à ces tensions, etc. Donc, comment se fait-il que sur le site, il n'y ait pas cette référence qui conduirait à effectivement voir ce que vous faites? Ça, c'est ma première question. Et puis, j'ai un sentiment, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des missions qui sont extrêmement importantes, que vous avez détaillées, mais le sentiment que j'ai au fil des auditions, c'est que j'ai un peu le sentiment que plusieurs agences s'occupent de la même chose et qu'il y a un peu un manque de coordination. Pour le dire plus directement, il y a un peu un risque de se marcher sur les pieds, quoi. Et ça peut entraîner du coup moins d'efficacité, moins de rapidité, etc. Alors peut-être que non, vous qui êtes au cœur de votre agence, mais parfois il y a quand même ce sentiment-là en tous les cas. Merci d'avance. Alors effectivement, je pense que le mot pénurie sur le site de la NSM est beaucoup plus présent, puisqu'ils ont mis en place des systèmes réglementaires, etc., et qui suivent et qui sont en contact avec les industriels. Vous avez remarqué les missions extrêmement larges déjà de Santé publique France, qui sont vraiment la protection de la population, etc. Donc, quand j'ai parlé de pénurie et qu'on était sensible aux histoires de tension, on était très attentif aux problématiques de tension pour ce qui concerne les produits qui sont dans nos stocks stratégiques. Parce qu'on a effectivement, nous, dans les stocks stratégiques, vraiment des produits pour lesquels souvent la production est difficile. Et donc c'est là-dessus, et je pense vraiment aux antidotes, on sait que souvent il s'agit de monopoles. Donc c'est là où je dirais que nous, on a une intention très particulière, c'est les produits qui sont dans le stock stratégique pour lesquels on sait qu'il peut y avoir des problèmes de production. Donc, ce n'est pas effectivement l'ensemble des... Enfin, il y a des milliers et des milliers de médicaments et de produits santé, parce que si je vais jusqu'aux dispositifs médicaux, là, on est sur quelque chose de très large, mais c'est vrai que nous, on n'est quand même pas sur... On ne regarde pas l'ensemble des produits. On regarde ce qui nous intéresse en premier lieu, parce que la NSM est là pour regarder le reste du marché. Nous, c'est vraiment le stock stratégique. Et on sait qu'effectivement, au sein du stock stratégique, on a des produits pour lequel il peut y avoir des problématiques de tension, souvent parce que c'est des produits rares, peu utilisés. On a cité que les pénuries touchaient des vieux produits pas chers, mais voilà, nous, on est sur dans le stock stratégique, il y a des produits pour lesquels la production est faible. Elle n'intéresse pas énormément les grands industriels. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques que j'ai signalées dans mes propos liminaires. Souvent, on a des antidotes qui sont vraiment en situation de monopole. Et ça, c'est effectivement une problématique. Ça n'intéresse pas beaucoup l'industrie pharmaceutique, sauf quelques rares petites entreprises pour lesquelles il faut vraiment qu'on sécurise cet approvisionnement. Donc oui, on ne regarde pas l'ensemble. On est vraiment, nous, sur les médicaments du stock. Sur le stock stratégique, alors, je pense que je ne peux pas effectivement complètement, mais je pense que vous avez moyen. Je ne peux pas en audition publique vous donner exactement le nombre de produits, mais en revanche, je pense que vous pouvez tout à fait nous faire la demande et on trouvera un moyen de vous donner cette information. Mais comme vous m'avez indiqué, c'est une audition publique, il s'agit de stocks stratégiques, etc. Donc je peux, voilà. Mais oui, tout à fait, évidemment, cette information est disponible et on pourra vous la mettre à disposition et on trouvera un moyen de vous la mettre à disposition. En termes de coordination, c'est vrai que sur ce sujet-là, je ne vois pas d'overlap, ou d'intersection. Je pense que justement, chacune des agences et des institutions, on a bien notre rôle, c'est-à-dire que la NSM, effectivement, est en contact direct avec les industriels. Quand il y a une pénurie, il va chercher à importer, à trouver une autre forme, etc. Nous, on travaille évidemment avec la NSM, parce que quand on doit chercher des contre-mesures, quand on fait la cartographie des contre-mesures disponibles, bien entendu, on s'adresse à la NSM, qui est la mieux placée pour nous dire, oui, en termes d'efficacité, sécurité, etc., cette contre-mesure, elle est efficace, elle est sécuritaire, et on vous alerte sur le fait que peut-être il y a des problèmes de production, parce qu'ils ont évidemment, au niveau de la NSM, une vision du marché, en tout cas du paysage industriel
bien supérieur au nôtre. Donc, on est beaucoup, effectivement, en relation avec l'ANSM. Et puis, effectivement, étant une ancienne directrice générale adjointe de l'ANSM, je suis particulièrement sensible à tout ça. Donc, oui, on travaille vraiment main dans la main avec l'ANSM là-dessus. Et aussi, dans tout ce qui est cartographie des risques sanitaires, le ministère de la Santé s'appuie sur le Haut Conseil de santé publique, s'appuie sur l'IRSN, l'ANSES, l'INERIS, etc. Et ce sont nos partenaires naturels aussi. Et voilà, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne, nous, la constitution des stocks stratégiques, je trouve que la répartition des rôles est correcte. Après, on peut considérer qu'on peut avoir plus de moyens, c'est vrai, plus de moyens à la fois budgétaires et humains, mais je pense que la cartographie est relativement claire entre les différentes entités. Et il existe, en ce qui concerne la pénurie, une feuille de route, mais ça, j'imagine que ce n'est pas à moi d'en parler, mais vous avez eu aussi. Voilà, donc je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas trop de... Je pense que la répartition des rôles est tout à fait adéquate. Merci beaucoup. Juste une petite question. Quel est l'effectif de Santé publique France? Combien de TP vous avez? Alors, comme j'ai juré, il faut que je donne le chiffre exact. Alors, c'est 700, je dis toujours 750, plus les CDD. Alors, je me permettrai de revenir vers vous avec le chiffre exact, parce que globalement, on est à peu près 750. Mais évidemment, on a, en fonction des années, des CDD qui viennent des renforts Covid, qui vont d'ailleurs plus rester présents. Donc, c'est d'ailleurs on a des renforts au niveau de l'établissement pharmaceutique qui sont importants, mais voilà... on n'est pas certain de pouvoir les garder, donc je me permettrai de revenir vers vous avec des chiffres exacts, parce que je pense que c'est important. Très bien, mais merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc je lève la séance et vous rappeler que nous nous retrouverons le mardi 2 mai à 9h pour l'audition de Madame la ministre Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé.